Pendant que vous attendez 3 jours pour un virement, d'autres envoient de l'argent instantanément pour quelques centimes. Pendant que votre banque prélève 70 € sur un transfert international, d'autres le font presque gratuitement. Encore méconnus du grand public, les stablecoins sont pourtant en train de révolutionner la façon dont circule l'argent dans le monde. Les États-Unis, l'Europe, les géants de la tech, les banques centrales, tout le monde s'y intéresse. Les investissements dans le secteur se comptent en milliards de dollars. Et la récente clarification de la réglementation, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, pourrait encore accélérer la dynamique. Une révolution silencieuse se joue sous nos yeux. Bienvenue dans l'économie des stablecoins. Commençons par une définition claire. Un stablecoin, c'est une monnaie numérique émise sur une blockchain et qui conserve une valeur stable par rapport à un actif réel. Il existe par exemple des stablecoins adossés à des matières premières. Le Pax Gold est un stablecoin qui réplique à l'identique les fluctuations du cours de l'or. Mais la plupart du temps, les stablecoins sont adossés à des monnaies fiduciaires comme le dollar ou l'euro. Dans la pratique, l'immense majorité du marché des stablecoins est adossée au dollar. Et là encore, on distingue plusieurs familles. Il y a d'abord les stablecoins centralisés comme l'USDT ou l'USDC. Pour chaque jeton émis, l'entreprise émettrice promet de garder un vrai dollar en réserve. C'est simple, pratique, mais c'est centralisé. Vous devez faire confiance aux entreprises qui émettent ces stablecoins. Il y a ensuite les stablecoins décentralisés comme le DAI. Ici, pas de banque, pas d'entreprise, les réserves sont en crypto, gérées par des smart contracts. C'est bien plus aligné avec l'esprit de la blockchain, mais c'est aussi beaucoup plus complexe à gérer. Et enfin, il y a les stablecoins algorithmiques. Ils n'ont ni dollar, ni collatéral en réserve. Tout repose sur des algorithmes qui maintiennent la parité grâce à des mécanismes automatisés d'offres et de demande. C'est élégant sur le papier, mais en pratique, c'est plus risqué et ça peut imploser. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé en 2022 avec le projet Terra Luna. Son stablecoin, l'UST, ne vaut aujourd'hui plus rien. Depuis ce crash, les stablecoins algorithmiques sont devenus marginaux. Car aujourd'hui, le marché des stablecoins est largement dominé par deux géants. D'un côté, Tether avec son USDT qui pèse à lui seul 160 milliards de dollars, soit environ 65% du marché. Et de l'autre côté, Circle avec son USDC qui monte en puissance avec 65 milliards de dollars, soit environ 25% des parts de marché. Le premier stablecoin décentralisé, le DAI, ne pèse que 5 milliards de dollars et 2% du marché. L'USDD, le principal stablecoin algorithmique, est encore plus insignifiant avec seulement 500 millions de dollars de capitalisation. Contrairement au Bitcoin ou à l'Ethereum, dont le cours fluctue en permanence, un stablecoin adossé au dollar vaut en théorie toujours $1. Son but, offrir la stabilité d'une monnaie fiduciaire avec les avantages de la blockchain. Pour les traders ou les investisseurs en crypto-monnaie, les stablecoins permettent de sortir temporairement des marchés sans repasser par le système bancaire. En France, cela permet aussi d'éviter de passer par la case impôt, car tant que vous restez en crypto, vous n'avez pas à payer la flat tax sur vos plus-values. Les stablecoins sont aussi utilisés dans la finance décentralisée afin de prêter, emprunter et fournir de la liquidité sur les protocoles DeFi. Mais ils ont aussi un intérêt énorme en dehors de la sphère crypto. Pour le comprendre, il faut qu'on parle du système financier actuel et de ses limites. Prenons un exemple concret. Aujourd'hui, si vous voulez envoyer 1000 € à votre cousin qui vit au Canada, voici ce qui se passe. Vous commencez par aller voir votre banque française. Cette dernière va passer par une banque correspondante européenne, qui va ensuite passer par le système SWIFT international, qui va enfin arriver à une banque canadienne, qui va elle-même créditer le compte de votre cousin. Résultat de ce parcours du combattant, entre 2 et 5 jours ouvrés d'attente, des frais élevés prélevés par tous les intermédiaires qui peuvent atteindre jusqu'à 50 €. Enfin, un spread sur le taux de change, souvent très défavorable, et des piles de documents justificatifs à fournir à votre banque. Sans compter que si vous faites cette opération un vendredi soir, votre argent va dormir tout le week-end dans le système bancaire qui ne fonctionne pas en continu. Avec un stablecoin, le même transfert serait arrivé quasiment instantanément. Le système est disponible 24 heures sur 24, même le dimanche à 3 h du matin, pour quelques centimes de frais de réseau. Mais l'intérêt des stablecoins va bien au-delà des transferts. Dans les pays où la monnaie locale est structurellement volatile, les stablecoins en dollars servent de refuge numérique accessible. C'est déjà massivement le cas en Argentine, où l'inflation dépassait encore les 100% en 2024, au Liban, dont la livre s'est effondrée, ou au Nigeria, où l'accès aux devises étrangères est strictement encadré par le gouvernement. Dans ces pays, plutôt que de subir la dépréciation de leur monnaie locale, les habitants peuvent facilement échanger leur monnaie contre des stablecoins en dollars ou en euros. Ils évitent ainsi de passer par le système bancaire traditionnel qui est souvent défaillant. Beaucoup de spécialistes estiment que les stablecoins, c'est tout simplement le deuxième meilleur cas d'usage de la blockchain après le Bitcoin.
Les stablecoins permettent aussi des micro-paiements impossibles avec le système traditionnel. Imaginez pouvoir payer précisément 3 centimes d'euros pour lire un article de journal premium, ou encore 15 centimes pour écouter une chanson sans abonnement. Sans stablecoin, c'est très difficile car les frais bancaires incompressibles vont manger une grosse partie de la transaction. Cette économie des micro-paiements pourrait révolutionner le modèle économique de nombreux secteurs comme les médias, le divertissement ou encore l'éducation. Là où un bitcoin joue le rôle d'or numérique et de valeur refuge, les stablecoins jouent le rôle de cash numérique, pratique, rapide, efficace pour toutes les transactions du quotidien. Le problème majeur, c'est que jusqu'à très récemment, les stablecoins évoluaient dans un vide juridique complet, avec toutes les dérives potentielles que cela implique. Tether, par exemple, a longtemps refusé de communiquer de manière régulière et détaillée le montant et la composition précise de ses réserves, celles-là même qui sont censées garantir sa parité avec le dollar. La première réglementation d'ampleur est venue d'Europe avec le règlement MiCA, Markets and Crypto Assets. Ce texte est entré en vigueur en 2024 et commencera à s'appliquer en 2025 puis en 2026. Il oblige tous les émetteurs de stablecoins à obtenir une licence, à publier régulièrement leurs réserves et à respecter des règles strictes de gouvernance. Mais surtout, il y a quelques semaines, le Congrès américain a adopté le Genius Act, une loi historique qui définit les règles et la façon dont les stablecoins peuvent être émis, gérés et régulés aux États-Unis. Le texte fait 57 pages et il rentre dans le détail. Qui a le droit d'émettre un stablecoin? Comment doivent être gérées les réserves? Qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui est interdit? La promesse des stablecoins, c'est $1 numérique et $1 réel détenu par l'émetteur. Avec le Genius Act, c'est désormais zéro tolérance sur ce point. Chaque émetteur devra détenir en permanence soit du cash, soit des bons du trésor à très court terme, soit des fonds monétaires sécurisés. Ces réserves devront être auditées mensuellement par des tiers indépendants et vérifiées annuellement par un cabinet comptable certifié. Une entreprise comme Tether, qui plaçait une partie de ses réserves dans des actifs plus risqués, devra s'adapter. Autre changement majeur du Genius Act, l'interdiction formelle de toute forme de rémunération directe sur les stablecoins eux-mêmes. Pas de staking, pas de rendement, pas de version livret A du stablecoin. Un stablecoin, c'est une monnaie, pas un produit d'investissement ou un produit d'épargne. Enfin, et c'est l'avancée la plus révolutionnaire de cette loi, des entreprises privées vont pouvoir créer légalement leur propre monnaie numérique régulée. Les banques traditionnelles, bien sûr, mais aussi leurs filiales spécialisées, et surtout les géants du commerce comme Amazon, Walmart, Shopify, à une condition, obtenir une licence et ne pas dépasser un plafond de 10 milliards de dollars de stablecoin émis. C'est un changement d'échelle majeur qui va permettre de connecter définitivement le monde de la crypto avec celui de la finance traditionnelle et donc l'économie réelle. En clair, les stablecoins rehaussent la barre pour tout l'écosystème crypto. Les régulations MiCA et le Genius Act, elles, donnent des fondements stables pour en faire un véritable actif de long terme. S'il y a bien une grande différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est l'éducation financière. En France, le sujet de l'argent est encore beaucoup trop tabou. Personne ne nous apprend concrètement à prendre en main nos finances. Et c'est pour ça que j'ai créé Finari. Finari, c'est mon application qui vous permet de gérer l'ensemble de votre argent en toute simplicité. Compte bancaire, livret, compte d'investissement, crypto, vous pouvez tout visualiser au même endroit de façon automatique et sécurisée. Finari vous permet aussi de découvrir les frais cachés de vos produits d'investissement, d'évaluer votre diversification et de projeter vos performances futures. Vous pouvez également gérer votre budget, scanner le QR code ou cliquer sur le lien dans la description pour démarrer un essai gratuit. Cette clarification de la réglementation, c'est un peu comme le coup de feu qu'il fallait pour que la course au stablecoin démarre enfin. Car si les particuliers avaient déjà commencé à s'emparer de ces possibilités, les usages étaient encore très limités du côté des entreprises et des institutions en raison des risques juridiques. C'est pourtant un business ultra rentable. Tether, l'entreprise qui émet l'USDT, a réalisé un profit de 13,7 milliards de dollars en 2024. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est plus que la BNP, la deuxième plus grande banque européenne, mais avec moins de 200 salariés contre 180 000 pour la BNP. Avec l'adoption du Genius Act, tout le monde va vouloir sa part de ce business très juteux. Les géants de la Silicon Valley se préparaient déjà depuis quelques mois. En octobre 2024, Stripe, une entreprise spécialisée sur les paiements, a annoncé le rachat de Bridge. Cette startup développe des infrastructures de paiement en stablecoin. Montant du deal, 1,1 milliard de dollars. C'est tout simplement la plus grosse acquisition crypto de l'histoire. Ce rachat, c'est une menace directe pour Visa et pour Mastercard. Aujourd'hui, ces deux mastodontes du paiement prélèvent des commissions substantielles sur chaque transaction réalisée avec leur carte. Avec les stablecoins et leurs infrastructures décentralisées, on peut potentiellement s'en passer. Pour éviter de se faire complètement dépasser, Visa vient d'annoncer un partenariat stratégique avec Bridge. L'objectif, proposer des cartes de paiement en stablecoin en Amérique latine.
Elles permettront aux clients d'effectuer leurs achats quotidiens en jetons de crypto-monnaies. À terme, ce service pourrait être proposé dans plus d'une centaine de pays. Mais le risque pour Visa et Mastercard, c'est qu'elles finissent par devenir des sous-traitants des spécialistes des stablecoins. Pour les banques, c'est aussi une révolution. Car avec ce nouveau système de paiement, elles sont totalement court-circuitées. Il suffit d'un simple wallet crypto pour envoyer ou recevoir de l'argent. Et demain, ce sont des entreprises comme Amazon, Walmart ou Carrefour qui pourraient émettre leur propre stablecoin et qui pourraient donc devenir votre banque. Un Carrefour Coin que vous pourriez utiliser pour payer en magasin, mais aussi en ligne. En échange, des réductions exclusives, des cashbacks automatiques, un accès prioritaire à des services premium, autrement dit, une monnaie programmable reliée à un programme de fidélité. Le rêve de tout commerçant, mais aussi une arme de rétention massive. Si vous avez de l'argent sur votre wallet Carrefour, pourquoi aller ailleurs ? Les stablecoins, ce ne sont pas juste des outils de paiement. Ils posent une vraie question de société. Qui a le droit de créer de la monnaie ? Jusqu'ici, c'était simple, seuls les États, via leur banque centrale, pouvaient battre monnaie. Mais aujourd'hui, ce pouvoir est en train de glisser vers les entreprises privées. Face au développement des stablecoins, certains États cherchent à riposter. Leur arme ? Les monnaies numériques de banque centrale ou CBDC, Central Bank Digital Currency. Les CBDC, ce sont l'équivalent de stablecoins mais émis par les banques centrales. La Chine a déjà lancé un yuan numérique et en Europe, l'euro numérique est en phase de test auprès de la BCE. Les stablecoins et les CBDC ont des points communs. Ils sont numériques et fonctionnent sur une infrastructure blockchain. Mais la différence est politique. Un stablecoin est une monnaie privée gérée par une entreprise et libre d'usage, tandis qu'une CBDC est une monnaie d'État centralisée, contrôlée et potentiellement intrusive. Certains y voient un risque pour les libertés individuelles. Gel de fonds, surveillance en temps réel, programmable avec date de péremption ou restriction d'usage. Les craintes sont telles que les États-Unis ont adopté une loi en même temps que le Genius Act pour interdire à la Réserve fédérale de créer une CBDC. Les stablecoins privés offrent une alternative plus libre, plus ouverte. Derrière les stablecoins se cache une idée très ancienne. Et si chacun pouvait battre monnaie ? Pendant des siècles, les villes et les seigneurs émettaient leur propre argent. Aujourd'hui, avec les stablecoins, ce scénario redevient possible. Une communauté en ligne peut créer son propre token. Une ville peut lancer sa propre monnaie locale. Un festival peut avoir sa propre monnaie interne sur un stablecoin. On assiste à une relocalisation monétaire rendue possible par la tech. Mais là aussi, des dérives importantes sont possibles, notamment en termes d'opacité des transactions, de risque de blanchiment ou de contournement de réglementation fiscale. Vous avez peut-être entendu parler du meme coin lancé par Donald Trump 3 jours avant son investiture. Eh bien, en avril 2025, la startup World Liberty Financial, contrôlée par le président américain et sa famille, a lancé son propre stablecoin, l'USD1. Il se classe aujourd'hui au 5e rang du classement des stablecoins avec 2,2 milliards de capitalisation. Une dernière question mérite d'être posée. Et si tous les stablecoins du monde sont adossés au dollar, qui gagne vraiment ? La réponse, les États-Unis. Même si l'argent circule hors des banques, hors de SWIFT, hors du contrôle direct de la Fed, la demande mondiale pour le dollar ne fait que s'accroître. Plus il y a de stablecoins en dollars, plus le soft power monétaire américain se renforce. C'est pour cela que l'Europe doit absolument développer ses propres alternatives. Or, nous en sommes encore assez loin. Le poids des stablecoins en euros reste pour l'instant relativement faible. Le premier d'entre eux, le ROC, pèse moins de 180 millions de dollars. Et en plus, il est émis par Circle, l'entreprise américaine qui émet aussi l'USDC. Les stablecoins, c'est aussi pour les États une question de souveraineté économique. Alors, seriez-vous prêt à utiliser un Carrefour Coin pour vos achats quotidiens ? À recevoir une partie de votre salaire en stablecoin ? À envoyer de l'argent à l'international pour quelques centimes ? Ces questions vont devenir très concrètes dans les mois qui viennent. Les stablecoins ne sont plus de la science-fiction, c'est la réalité. Une réalité qui pourrait bien changer votre rapport à l'argent et aux banques.